L'inflation US sera-t-elle à 2% dès le mois de mars, autorisant ainsi un pivot de la Fed, comme semble le croire la haute finance, alors que pourtant, les membres des 9 districts régionaux de la Réserve fédérale des États-Unis disent le contraire. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Je traite ce sujet, l'inflation US sera-t-elle à 2% dès le mois de mars? Écoutez, là je vous propose, masterclass c'est peut-être un peu fort comme mot, je vous propose quelque chose de travaillé, de construit, de réfléchi sur l'inflation américaine. Vous le savez, son allure est baissière. Oui, c'est cette allure baissière qui a permis aux actifs risqués d'avoir une très belle année 2023 et de permettre actuellement, alors que pourtant il est en consolidation, mais je fais un point technique en fin de vidéo, de permettre au S&P 500 de plus ou moins se maintenir tout en haut, finalement, le sujet central, c'est la désinflation. Ça reste la désinflation. La semaine dernière a été mise à jour l'indice des prix CPI aux États-Unis. Alors, il y a un petit rebond, mais provisoire, de l'inflation nominale. L'inflation sous-jacente continue de baisser. Alors déjà, vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'inflation nominale, l'inflation sous-jacente? Écoutez, on fait un truc hyper complet. J'essaye de le faire rapidement. Les slides sont toujours disponibles. Vous faites pause, vous les prenez. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit like si c'est le cas. Et on commence par, alors, un état des lieux de l'inflation aux États-Unis. Concrètement, où est-ce qu'on en est? Le CPI, le PCE, le PPI, les prix sortis d'usine, les prix à la production, en version nominale, en version sous-jacente. Je vous montre, et c'est là où c'est intéressant, les meilleurs outils pour anticiper cette inflation future. Il y a plein de choses intéressantes à faire. Oui, il existe des algorithmes prédictifs. Oui, il existe par exemple un outil basé sur la blockchain. Mais aussi, nous pouvons faire l'analyse technique des composantes de l'inflation. Et c'est là où c'est superbe. On peut faire plein de choses. Et puis, il y a aussi le coût du transport maritime, avec l'actualité brûlante actuelle en mer Rouge. Il y a beaucoup de choses comme ça, qui sont en avance sur l'inflation. Et comme nous pouvons analyser ces outils en avance sur l'inflation, nous allons pouvoir prévoir si la trajectoire de l'inflation va rester baissière. J'ai tout un slide où je récapitule tout ça. J'étudie bien sûr avec vous le scénario d'une seconde vague d'inflation, car c'est un scénario qui serait catastrophique pour le marché action. Même s'il est, alors, moins probable, peu probable, improbable serait peut-être un peu trop fort, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qui pourrait déclencher une éventuelle seconde vague d'inflation. Mettons pour le coup au tapis le marché action. Bon. Et reportons de plusieurs mois le pivot des banques centrales. Vous savez, c'est peut-être une erreur. Avant de passer, je fais le tour d'horizon des anticipations concernant la Fed. Et la haute finance est hyper confiante. La haute finance continue de penser qu'en mars, oui, la haute finance continue de penser que lors de la réunion monétaire du 20 mars, la Fed va pivoter. Je regardais les prévisions en matière de taux d'intérêt de la Fed des grandes banques américaines. Elles sont toutes là à dire au minimum 150 points de base de baisse de taux cette année, 1,5%. Et vous regardez au contraire les communications des membres de la Réserve fédérale des États-Unis. La Fed, c'est la Banque centrale américaine. Elle est composée de 9 antennes régionales. Ces 9 antennes couvrent le territoire des États-Unis. Je vais vous remontrer ça en première partie. Bon, lorsque vous écoutez leur communication, ils sont tous là à dire, ils le disent ouvertement, car eux aussi regardent les anticipations de marché. Il n'y en a pas un seul pour dire que la Fed va pivoter en mars. Ils disent même le contraire. Ils disent arrêtez. Ils le disent, nous n'allons pas pivoter en mars. Mais le marché, lui, le pense. Est-ce que le marché serait à la fois à nouveau en avance ou dans l'erreur? Bon, on va voir ce sujet d'un point de vue de l'inflation. Je termine par un point technique, comme d'habitude, sur le S&P 500 qui est en consolidation. Et je fais ça avec le chartisme, le sentiment et l'analyse quantitative. Donc c'est parti, le plan, je l'ai affiché sous vos yeux. Donc je passe comme ça, voilà. Là, vous avez un zoom dessus. Et puis donc on attaque directement the first part of the webinar, of the video, of the ce que vous voulez, avec un bien meilleur accent que moi, mais là je l'ai fait exprès, je ne force pas. Alors écoutez, moi j'aime bien les tableaux, j'aime bien les synthèses, et j'aime vous satisfaire avec des choses claires. Alors je me suis dit que, mais on va le faire quand même, plutôt que passer en vue tous les graphiques d'inflation, commençons par un tableau synthétique. Et vous avez en bas à droite, la différence entre le PCE et le CPI. Alors, vous avez ici les 3 grandes lectures de l'inflation aux États-Unis. L'indice préféré de la Fed, c'est le PCE.
Pourquoi? En grande partie parce que dans ses composantes, il intègre davantage de services. 13% contre 2% pour le CPI. En grande partie parce qu'il donne un poids moins important à l'immobilier. 16% contre 33%. Et vous allez voir que pour le CPI, c'est majeur cette partie immobilier. Et là, je vais vous trouver des indicateurs qui sont en avance et pas en retard. Bref, bon, on va regarder ça en détail. Donc déjà, où est-ce qu'on en est? Écoutez, le PCE est à 2,6%. C'est pas loin des 2%. Les cibles sont ici. La version nominale, la version sous-jacente. La version nominale, c'est la version standard. La version sous-jacente exclut l'alimentation et le prix de l'énergie. C'est ça que regarde la Fed. Et la Fed, elle regarde surtout le PCE en version sous-jacente. Il est à 3,2, mais son allure est baissière. Le CPI est 3,9. Par contre, du côté des prix à la production, qui historiquement, PPI, sont en avance sur les prix à la consommation, eux, il n'y a pas de sujet, c'est bon, la Fed peut pivoter. Donc, effectivement, il y a des choses. Il y a des choses. Lorsque vous avez un PPI à 0,9, il n'y a plus d'inflation. À la base, on a bien d'abord les prix sortis d'usine qui se répercutent sur les prix à la consommation. Bon, et en amont, c'est les matières premières, c'est le transport des matières premières, ça on va voir ça plus tard dans la vidéo. Donc oui, et moi, lorsqu'on croise les courbes historiques, PPI, CPI, PCE, le PPI est toujours en avance. Donc, sauf choc exceptionnel, typiquement le transport commercial actuellement menacé en mer Rouge, qui peut être un choc exceptionnel. C'est d'ailleurs pourquoi les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres États, mais en fait surtout les États-Unis et le Royaume-Uni, ont engagé des moyens militaires pour lutter contre les Houthis. Mais, sauf fait exceptionnel, on peut se dire que courant d'année, on y sera à la cible de la Fed. Mais pourquoi la haute finance est-elle si agressive dans son anticipation? Pourquoi pivoter dès mois de mars? Pourquoi pas plus tard? Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça on va le découvrir lors des prochaines semaines. Alors oui, donc ça c'est bien beau tout ça. Alors l'essentiel du rallye de fin d'année 2023 du marché action américain, c'est construit sur une conviction forte des acteurs de la haute finance. La désinflation serait définitivement bien engagée, une seconde vague improbable et un retour à la cible des banques centrales dans la première partie de l'année 2024. Vous voyez, moi je prends plutôt des pincettes, enfin je nuance un peu l'avis du marché, je parle de la première partie de l'année 2024 parce que mars c'est quand même pas loin. Cette anticipation est valable pour les États-Unis et la zone euro. Selon l'outil CME Fed Watch Tool, le marché envisage toujours un pivot de la Fed lors de la réunion du 20 mars. Cela n'est crédible que si l'inflation sous-jacente est à 2% d'ici là. Vous avez ici où en est l'inflation sous-jacente. Alors on n'en est pas loin selon le PPI. On est quand même encore assez loin en ce qui concerne le PCE et le CPI, même si les courbes sont baissières. J'y viens. Alors oui, j'en étais où? Alors d'ailleurs ça, je vais illustrer mon propos tout de suite. La probabilité, voilà, donc l'outil CME Fed Watch Tool, la probabilité que la Fed pivote le 20 mars, selon le marché, c'est 66%. 66%. Pourtant, lorsque vous étudiez les communications alors là vous avez la Fed couvre le territoire des États-Unis. Ce territoire des États-Unis est divisé en réserves fédérales régionales. Il y en a 9. San Francisco, Dallas, Kansas City, Minneapolis, Chicago, Saint-Louis, Atlanta, Richmond, Cleveland. Ça, Cleveland, je vous en parle souvent, l'algorithme de la Fed de Cleveland. Boston, New York. À Boston, ça me rappelle, c'est la première fois que je suis allé aux États-Unis, j'avais 16 ans. Et c'est la première fois que je prenais l'avion, d'ailleurs, j'avais atterri à Boston. Bref, New York, Philadelphie et donc la Fed. Et donc, lorsque vous étudiez les prises de parole des patrons de chacune de ces 9 antennes régionales, il n'y en a pas un seul qui dit on pivote en mars. Mais pas un seul. Alors, non seulement ils ne le disent pas, mais ils disent on ne va pas pivoter. Et plus ils le disent, plus le marché pense que la Fed va pivoter. Peut-être que le marché se dit que la communication de la Fed est une communication un peu faussée, n'assumant pas le fait qu'elle va bientôt pivoter, au cas où l'inflation rebondirait, restant dans son rôle, mais pensant que la Fed elle-même est convaincue qu'en mars on pourra. Bon, vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Moi-même, je réfléchis à ce que je viens de dire. Bon, c'est un peu enrhumé, c'est pour ça. Alors oui, donc voilà, donc ça c'est une première partie intéressante. Après, oui, le PPI, je vous ai mis dans le tableau à l'instant. Je vous ai mis les valeurs absolues. Regardez les courbes. Oui, c'est vrai. Bon, bah, oui, l'inflation, elle a plus qu'un genou à terre.
le PPI est proche de 0 même. Hein. Maintenant, vous prenez l'inflation CPI à la consommation. Ici, vous avez donc la version nominale 3,4 et la version sous-jacente 3,9. La pente est baissière, mais attention, récemment, il y a une stabilisation de la version nominale. La version sous-jacente reste en baisse. Je vous rappelle que la version sous-jacente exclut la nourriture et le prix du pétrole, en gros. Alors, on va regarder en détail dans un instant toutes les composantes lorsque je vais vous expliquer comment anticiper l'inflation future. Car en fait, ce sont les composantes qui vont permettre de se projeter. Et on va pouvoir appliquer des méthodes d'analyse sur chacune de ces composantes. Bon. Donc, vous regardez maintenant l'inflation PCE. L'inflation PCE qui est l'indice favori de la Fed. Par contre, là, c'est vrai que les courbes sont vraiment baissières. Les courbes sont vraiment baissières et comme je vous l'ai montré à l'instant dans mon tableau, le PCE nominal est à 2,6 et en fait, c'est essentiellement sur ça que se forge la confiance du marché. Maintenant, on va voir ce que disent les outils pour anticiper tout ça. Voilà, donc je vous ai mis quelques éléments à l'écrit, mais en fait, qui sont en gros ce que je viens de vous dire. Soyez quand même attentifs à cette composition des deux, sachant que la Fed a un focus sur le PCE, et donc il va falloir avoir un focus sur ce qui compose en grande partie le PCE, c'est-à-dire les services, les biens médicaux, la santé et l'immobilier. Vous voyez que ce sont les trois grosses composantes. Hein. On va essayer de travailler ça. On va essayer de travailler ça plus en détail. Alors, les meilleurs outils pour anticiper l'inflation future aux États-Unis. Question, est-ce que ces outils nous disent que l'inflation sera à 2% dès le mois de mars? Alors là, je vous ai mis une belle petite photo de l'antenne régionale de la Fed de Cleveland. Donc voilà, hein, Cleveland, c'est où déjà? Cleveland, c'est là, c'est autour des Grands Lacs. Et cette réserve fédérale de Cleveland, elle est connue parce qu'elle propose un outil, un algorithme qui fonctionne plutôt bien. C'est vrai que lorsque vous regardez une autre représentation de l'inflation, que je vous ai mis ici en haut à droite, ça vient de Bloomberg, vous avez l'évolution du prix des biens en rythme mensuel cette fois-ci. Et on voit bien que sur les derniers mois, les prix d'un mois à l'autre baissent. Hein. Donc, alors, on ne vient pas au prix d'avant, vous avez bien compris, mais on efface une grande partie de on efface une petite partie de la flambée de 2021. Bon. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui n'est pas dégueu. Alors, les meilleurs outils pour anticiper l'inflation future aux États-Unis, là, je vous en donne 5 ou 6. Vous avez des algorithmes, on va aussi faire de l'analyse technique sur les composantes de l'inflation. On va regarder le prix du fret maritime, voilà, un certain nombre de choses. Tout est mis ici dans le petit slide et on commence par l'algorithme donc de la Réserve fédérale de Cleveland, je vous en parle souvent. Je vous ai montré où ça se situait, c'est une des antennes régionales de la Fed. Cet algorithme est fiable à 85% pour prévoir l'inflation à 2 mois. Et vous avez l'application Trueflation qui est basée sur la technologie blockchain, c'est la technologie du Bitcoin, et qui donne une version en temps réel des différentes composantes du CPI. Alors là, c'est très important et je vais illustrer les deux. Pardonnez-moi. Pardon. Pourquoi c'est important? Parce que dans le CPI, l'indice des prix à la consommation, vous avez par exemple l'immobilier. Je vous ai montré que c'était plus de 20% du PCE et 10 et quelques du CPI. 30 je crois. Le problème, c'est que par exemple, vous prenez le prix des loyers. Dans l'indice d'inflation officiel, ils prennent les contrats de location ouverts, actuellement ouverts. Donc la plupart, s'ils sont actuellement ouverts, ils ont été signés il y a plus d'1 an. Or, les loyers il y a 1 an, on s'en fout. On regarde, l'inflation, c'est les loyers actuels. Et donc, c'est ça le problème. Typiquement, l'application Trueflation, ce qu'elle fait, elle, c'est que grâce à la technologie blockchain, elle ne remonte que là les nouveaux loyers. Et en termes d'inflation, les nouveaux contrats de location, ils sont à 0. 0. Alors que si vous prenez ceux ouverts il y a 1 an, qui sont dans les indices officiels, on est encore à 7 ou 8. Donc en fait, on sait déjà, on peut aussi faire le tour d'horizon. Vous prenez les gros sites immobiliers, je ne sais pas, pour la France, seloger.com, PAP, etc. Vous avez le temps réel. C'est comme ça qu'on fait. Pareil pour le prix des voitures. Prenez le prix des voitures sur les gros sites automobiles. Vous avez les prix en temps réel. C'est ce que fait Trueflation.
Alors que les indices officiels d'inflation ne font pas ça. Ils sont en retard de plusieurs mois. Donc grâce à ça, on arrive à savoir où sera l'inflation dans 6 mois, puisque là, les données temps réel sont celles qui, dans 6 mois, seront les indices d'inflation. Ils sont à zéro aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je vais illustrer le propos. Alors d'abord, j'illustre tout de suite mon propos. Ce sera plus simple. Je vous donne un exemple concret. Alors déjà l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, il est super optimiste. Il est vraiment super optimiste. Vous prenez donc les anticipations pour le PCE. Regardez, actuellement, vous savez qu'il est à 2,6. Regardez les anticipations pour janvier, 2,31. Incroyable. La question de la vidéo, c'est est-ce qu'on y sera en mars? L'algorithme de la Fed de Cleveland nous dit on est à 2,31 en janvier. Donc on sera peut-être sous 2 en mars. Et dans ces cas-là, ok, on pivotera. Bon, mais pourtant la Fed, les membres votants de la Fed disent le contraire. Là, on a quoi être confiant? Le corps 2,75, c'est la version sous-jacente, corps. Là, on se dit c'est propre. Maintenant, regardez le CPI. Vous prenez l'immobilier, Shelter. Actuellement, elle est à 6,2. Mais comme je vous l'ai expliqué, ce sont des données en retard. Grâce à Trueflation, on va aller en temps réel. Je vais donc en temps réel Trueflation, housing, immobilier, et je vais m'intéresser à rented dwellings, les loyers. Et on est à combien? 0,9. Donc on sait déjà que dans les prochains mois, ça va passer de 6 à 0. Or, comme je vous l'ai montré dans le premier slide, ça pèse plus de 20% de l'indice d'inflation officiel. Donc on sait déjà que ça va. Et donc on comprend aussi pourquoi l'algorithme de la Fed de Cleveland nous dit que dans 2 mois, 3 mois, on est à 2. Ça, c'est pas dégueu, ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein, n'oubliez pas, il faut aussi regarder l'inflation des services, mais ça justement, j'y viens. Alors, je continue, parce que là, alors, Trueflation, no casting. Ensuite, vous pouvez, pour l'inflation alimentaire, qui pèse, comme je vous ai montré dans le premier slide, vous pouvez faire l'analyse technique des matières premières agricoles, comme le blé, le sucre, le cacao. Alors, là, c'est intéressant, parce que si vous prenez, là, j'ai donc les matières premières agricoles, et j'ai fait un tri selon la performance depuis 1 an. Et donc, effectivement, vous avez beaucoup de matières premières, le maïs, le blé, etc., qui sont en forte baisse. Mais on a eu un doute, par exemple, sur le cacao, le café, le sucre, qui sont en forte hausse, pour des raisons, alors qui ont été des raisons climatiques et des raisons géographiques locales, en particulier en Amérique du Sud. Maintenant, si vous vous tournez vers, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, si vous vous tournez vers l'analyse technique du blé, on est toujours en tendance baissière, il n'y a pas de sujet. Si vous vous tournez vers l'analyse technique du cacao, alors là, c'est toujours l'envolée haussière. Donc ça, forcément, mais après les cacaos, ce n'est pas toute l'inflation alimentaire. Mais on voit qu'il y a certaines poches de l'inflation alimentaire qui vont rester difficiles à faire baisser. Par contre, bonne nouvelle pour le sucre. Il s'est pris une raclée récemment. Donc voilà, mais après, bon, on regarde surtout le blé, et le blé reste en tendance baissière. Donc là-dessus, sur ce sujet-là, on peut être confiant. L'inflation énergétique, bon, l'analyse technique du prix du pétrole et du gaz naturel, alors moi je vous propose ça dans le Fast and Forex. De manière générale, pour le prix des matières premières, l'analyse du CRB Index, qui est un indice composite de 19 matières premières. Le CRB Index est ici. Alors là c'était les records qui ont été faits dans le sillage du déclenchement de la guerre en Ukraine. On s'est mis en fait en phase latérale. Ici c'est assez neutre, mais voilà, ça c'est vraiment un niveau que je mets sur surveillance, car si on casse ça sur le CRB Index, ce sera vraiment un signal vendeur massif sur les matières premières et la garantie que l'inflation viendra à 2%. Pour l'instant, on n'y est pas. Notez qu'on a un death cross en journalier, donc plutôt tendance à envisager la rupture de ce support. Le prix du pétrole, alors je le retraite en détail dans le Fast and Forex ce mercredi. Depuis l'échec des 93 $, la double top, bon, ça reste baissier. On s'accroche entre 65 et 80. Vous savez que les 65, c'est le bord du gouffre technique. Moi, je trouve que... Alors là, il y a un risque géopolitique. Je trouve que malgré tout, le rebond ne m'impressionne pas. Alors que pourtant, il y a un certain nombre d'entreprises qui ne passent plus par la mer Rouge et qui font le tour de l'Afrique. Il y a un vrai sujet là, et d'ailleurs la marine des États-Unis et la Royal Navy sont en guerre. Ça se bat.
Ça bombarde, ça envoie des missiles, ça fait décoller des avions, ça bombarde au Yémen. Enfin, il y a un vrai sujet. Il faut garder sous contrôle. En plus, c'est en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Donc, mais ça, je traite ça en fin de vidéo. Une potentielle seconde vague d'inflation, ça peut venir de là. D'un problème d'approvisionnement, d'un problème de transport maritime. Pour le moment, le pétrole, tant qu'il est sous les 80, il reste sous pression, sous pression baissière. Donc ça, c'est plein de choses qu'on peut faire. Alors, à proprement parler, pour le coût du fret maritime, moi, je vous conseille d'aller du côté du Baltic Dry Index, qui est en fait un indice synthétique du coût du transport maritime par cargo, et selon la taille des cargos, mais j'y viens dans un instant, et pour toutes les matières premières. Et il est vrai qu'attention, il y a un rebond depuis quelques semaines. Et cela a toujours été en avance sur l'inflation à la consommation. Je vais vous montrer ça dans un instant. Bon, pour l'inflation immobilière, pour l'inflation immobilière, en fait, le sujet, c'est de faire exactement pareil que pour... en fait, pour l'inflation immobilière, vous allez sur le Bon Coin immobilier, Se Loger immobilier, PAP, tout ce que vous voulez, mais leurs équivalents aux États-Unis, et vous regardez les nouvelles offres, le prix des nouvelles offres dans la vente immobilière ancien, dans la vente dans le neuf et dans les loyers, les trois catégories. Et ces prix-là sont les prix qui seront dans les indices d'inflation dans quelques mois. Et bon, pas besoin de vous ennuyer à faire ça puisque Trueflation le fait. Trueflation le fait. Et je vous ai montré que c'était à 0 pour les loyers immobiliers. Maintenant, pour le prix des services. Les services, dans le PCE, c'est 13%. Cette inflation des services, d'ailleurs, qui reste à un niveau trop élevé. Lorsque vous regardez la composante des services ici qui est en jaune, elle est à 5,3. Effectivement, alors que la Fed, elle voudrait la ramener, regardez à l'époque, entre 2 et 3. 5,3, c'est beaucoup. Alors comment est-ce qu'on peut savoir comment ça va évoluer? Vous pouvez regarder par exemple la tendance du PMI des services aux États-Unis. Et son allure est plutôt... Alors on est encore au-dessus de 50, donc tant qu'on est au-dessus de 50, c'est l'expansion, mais sous 50, c'est la contraction, mais l'allure n'est pas top. Et si ce PMI des services devait basculer sous 50, comme au moment de la crise sanitaire, comme au moment de la crise financière de 2007-2008 ou de la bulle Internet, là, clairement, l'inflation des services reviendra à la cible de la Fed. Donc là aussi, on se dit qu'on peut être confiant du point de vue de l'inflation des services. Le scénario d'une seconde vague d'inflation serait catastrophique pour le marché action. Alors, c'est en lien avec bien sûr l'actualité, en particulier l'actualité en mer Rouge. La mer Rouge, c'est 15% du transport maritime mondial. Il y a actuellement un conflit armé direct entre les Houthis, ce groupe islamique du Yémen, alors financé, formé par l'Iran. Bon, on a bien compris que c'était un conflit indirect entre les Occidentaux et l'Iran, en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. La chose, c'est quoi? C'est que vous avez un certain nombre d'entreprises qui là commencent à manquer de pièces dans l'industrie. Vous avez des entreprises qui commencent à passer des hausses de prix parce qu'il faut payer le double pour la facture du transport par cargo qui arrive d'Asie, qui avant passait par le canal de Suez, la mer Rouge, pardon, et qui maintenant fait le tour. Bon, voilà, c'est pour ça que là, il y a des moyens militaires qui ont été déployés. Alors, nous comment est-ce qu'on regarde ça? On regarde ça avec le Baltic Dry Index. Je vais zoomer sur ce graphique si ça vous intéresse. Vous avez ici, je vous ai mis en histogramme l'inflation aux États-Unis et en bleu le Baltic Dry Index. Historiquement, regardez, le Baltic Dry Index, qui est donc le coût du transport maritime d'une sélection de 19 matières premières, c'est selon les différentes tailles de cargo. Ça a toujours été en avance sur l'inflation de la consommation. Et là, alors on n'est pas sur le même rebond d'avant l'hyperinflation de 2021, mais vous voyez, ça retombe un peu, heureusement, mais ça, il faut vraiment le surveiller. Vous l'avez en temps réel sur TradingView avec ce code, BDI, donc vous pouvez le suivre comme moi, si jamais ça vous intéresse. Je vous ai mis à l'écrit à gauche, ici, les détails de ce Baltic Dry Index, les matières premières qui sont transportées, la taille des cargos, et dites-vous bien qu'il s'agit ici vraiment
d'un indice qui est suivi. Et donc, si seconde vague d'inflation, il devait y avoir, pour moi, le risque, il est géopolitique. Il est même plus structurel aux économies occidentales, et là aux États-Unis. Parce que l'économie ralentit de toute façon. Même si la Banque centrale pivote, ça ralentit. Donc, le risque, oui, il est géopolitique. Voilà. Alors, maintenant, je termine, avant de pouvoir encore parler, par un point technique sur l'indice S&P 500. Alors, bon, c'est toujours la conso. C'est suracheté. On fait un trading range au contact des records historiques. Ce n'est pas terminé. Le réservoir des acheteurs est beaucoup trop rempli. L'analyse quantitative dit qu'on est en surachat. Donc, c'est encore, comme je le défends depuis fin décembre, la pause, le retracement. Dans le meilleur des cas, le trading range. Dans le pire des cas, le retracement zigzag. Je confirme le point de vue que je vous propose depuis 3 semaines dans le Top Gun. Alors, je vais faire plus que ça. On regarde un peu les charts. Donc, on est toujours, c'est la fin de la vague 5. D'accord? Donc là, on est en pause. On va rester en pause. Les hypothèses, le trading range ou le retracement plus profond. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez, depuis 4 semaines consécutives, un réservoir des acheteurs qui est archi rempli, qui a besoin de se dégonfler. Je vous remonte, pardon, je n'avais pas montré les graphiques. La fin de la vague 5 en hebdomadaire et donc ici en journalier. Alors pour l'instant, le marché fait un trading range, donc c'est la meilleure option 4700-4850, ou sinon cela peut être un zigzag qui nous ramènera à 4630 avant de repartir. Voilà. Mais je pense qu'on va continuer cette structure de pause. Donc le réservoir des acheteurs est toujours archi rempli selon les données de l'association américaine des investisseurs particuliers. Lorsque vous regardez l'analyse quantitative, vous avez ici, pour mesurer le surachat et la survente, le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. À chaque fois qu'on est en zone basse, c'était les points bas du marché action. À chaque fois qu'on est en zone haut, le point haut. Là, vous avez eu le point haut de février 2023, le point haut de juillet, et là, début janvier 2024. Et on commence à peine à se retourner. Donc, il va falloir du temps pour dégonfler ça. Et donc, moi, je ne serais pas surpris que cette phase de pause se poursuive entre les 4006 et les 4009 sur le S&P 500. Maintenant, la forme que cela va prendre alors soit la forme en flat, pour reprendre la terminologie fractale, soit la forme en flat ou en zigzag. Pour l'instant, le marché semble faire le choix de la forme en flat, parce qu'il garde quand même une certaine force sous-jacente à la hausse. Voilà, écoutez, c'était tout pour, pour ce petit topo sur l'inflation. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour la voix, désolé pour tout ça. J'ai fait le maximum pour ne pas vous donner une impression désagréable. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Et puis bon début de semaine. Merci.